Donc, voilà, pour vous présenter un petit peu ce réseau de recherche qu'on a développé. Alors, comme le disait Olivier, c'est vrai que la recherche interventionnelle au niveau du cancer au pôle Grand Sud-Ouest, on était plusieurs équipes effectivement à travailler sur cette question. Linda et François ont rejoint le GSO relativement récemment, mais du coup, ça tombait bien. Et on a souhaité, suite effectivement à l'appel à projet de l'INCa et aussi un financement du GSO, donc pour essayer de développer des actions structurantes. Donc, on a effectivement réfléchi ensemble sur, vous allez le voir, un petit peu les constats qu'on a pu faire autour de la recherche interventionnelle en santé des populations et autour de la prévention primaire des cancers, puisque même si on est quelques équipes à travailler sur le sujet, on reste relativement peu, en fait, pour l'instant, à travailler sur cette thématique. Et c'est aussi un peu un des objectifs du réseau, c'est effectivement aussi d'accompagner et d'amener à monter aussi en puissance cette recherche interventionnelle en santé des populations. Donc, un financement de l'INCa, un financement des cancéropoles, et on a répondu également à un appel à projet de l'IRESP qui visait aussi à développer une action structurante autour de la recherche interventionnelle en santé des populations avec un focus un petit peu plus autour des addictions. Donc, c'est pour ça qu'il y a une partie du réseau qui est donc sur cette thématique addiction et aussi financée par l'IRESP. Donc, le contexte. Comme je vous le disais, on est parti de plusieurs constats et plusieurs enjeux autour de la prévention primaire. Comme vous le savez, 40% des cancers sont liés à des facteurs accessibles à la prévention, donc peuvent être liés à nos comportements, à l'environnement dans un sens assez large. Que la prévention primaire, c'est un peu le parent pauvre quand même. Alors, peut-être pas que pour la France, mais en tout cas en France, ça l'est particulièrement. Il n'y a pas énormément d'actions qui sont faites sur l'alcool, le tabac, la sédentarité. Et quand il y a des actions, malheureusement, elles ne sont pas non plus les plus optimum, puisque souvent, ça va être fait par des associations. Alors, ça peut être très bien, je ne remets pas en question les associations, mais voilà, parfois, ça manque un petit peu de rigueur et puis peut-être aussi de réfléchir aux différents ingrédients qui composent l'intervention. Donc, les politiques de santé, c'est le troisième carré, effectivement, ne sont pas toujours fondées sur les preuves. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se font sur le terrain, des initiatives locales, mais souvent, il n'y a pas véritablement de lien entre ce que les chercheurs en recherche interventionnelle et ce qui est fait sur le terrain. Et du coup, c'est aussi un petit peu ce gap qu'on a voulu corriger ou qu'on espère corriger dans les années à venir. Donc, on a besoin d'intervention pour la prévention primaire des cancers. Je vous l'ai dit, ce n'est pas encore optimum. Ces interventions, elles peuvent être dans le soin ou hors du système de soins, parce qu'il y a aussi beaucoup d'associations du coup en promotion de la santé qui conduisent ces interventions. Et puis, on a besoin d'interventions qui soient efficaces, efficientes, équitables. Et là aussi, vous allez le voir, on souhaite bien sûr ne pas augmenter les inégalités sociales de santé, et puis que ça soit quand même en routine, c'est-à-dire que ça ne soit pas qu'une fois, parce qu'il y a aussi une recherche, donc des actions qui se mettent en place, et puis après qui finalement ne perdurent pas dans le temps. Donc voilà, on est parti vraiment de ce constat-là, en prenant en compte, bien sûr, au niveau des interventions, je l'ai dit, les inégalités sociales de santé, donc les déterminants sociaux, mais voilà, plus globalement, qu'est-ce qui fait aussi qu'une intervention va se développer, va être mise en place, et bien sûr, last but not least, une volonté également d'évaluer ces interventions. Donc voilà, donc tout ça nous a conduit effectivement à vouloir développer la RISP en prévention et en promotion de la santé. Alors, qu'est-ce que c'est la recherche interventionnelle en santé des populations? J'en parle depuis le début, mais finalement, si on le définit, alors repris, Louise Potvin, Olivier en a parlé, on l'avait notamment invité, c'était où? C'est à Arcachon, donc autour d'un séminaire sur la recherche interventionnelle, et comme elle le dit très justement, il faut qu'on arrive à passer de la science des problèmes, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait assez bien identifier quels sont les déterminants de santé vis-à-vis des cancers, mais ce n'est pas parce qu'on connaît ces déterminants que l'on est capable d'agir sur ces déterminants. Donc, c'est pour ça qu'elle dit qu'il faut passer de la science des problèmes à la science des solutions et essayer de façon scientifique. C'est pour ça que la RISP peut se définir comme l'utilisation des méthodes scientifiques pour produire des connaissances, pour améliorer et pour mettre en place des interventions en santé publique. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit point si jamais vous n'étiez pas très au clair sur qu'est-ce que c'est la RISP. Donc,
Quels sont les enjeux aussi autour de cette RISP? La RISP, donc c'est quelque chose qui est quand même complexe parce que ce sont des interventions effectivement voilà, dans la vraie vie, c'est-à-dire que même si on va utiliser des méthodologies scientifiques, on ne va pas pouvoir non plus complètement caler des méthodes expérimentales à la Claude Bernard, toutes choses étant égales par ailleurs, on essaie de manipuler une variable, là on est justement dans des cas de figure où rien n'est égal par ailleurs. Donc, c'est très complexe, évidemment, ces interventions. Donc, c'est complexe au niveau des ingrédients qui vont être mis en œuvre. Et puis, c'est également complexe parce que ça va faire appel à beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et la difficulté, bien sûr, ça va être déjà de mettre en synergie ces acteurs et puis de prendre en compte dans les interventions quels sont les ingrédients qui vont fonctionner et donc quelles sont les conditions de mise en œuvre, comment ces interventions vont être adoptées par la population, parce qu'on peut avoir une très très belle intervention, puis finalement personne ou très peu de personnes vont l'utiliser. Donc c'est important aussi de savoir dans quel contexte les personnes vont l'adopter. Donc est-ce que ça peut être transférable dans d'autres régions, dans d'autres populations, dans d'autres contextes? Est-ce que c'est viable et est-ce que ça va pouvoir durer? Et donc évidemment, un des enjeux de la RISP, c'est d'associer plusieurs disciplines. Donc on va vraiment travailler en interdisciplinarité. Vous allez le voir dans le réseau, en tout cas, je pense qu'on a un bon aperçu des différentes disciplines qui vont cohabiter et donc vraiment pour essayer, comme je le disais tout à l'heure, de développer des interventions qui soient les plus efficaces, efficientes, sans augmenter les inégalités sociales de santé. Bon, inadéquation des modèles expérimentaux, je l'ai déjà un petit peu dit, mais voilà, c'est aussi réfléchir à comment on va faire pour évaluer ces interventions. Est-ce que c'est laisser randomiser, contrôler, qui est effectivement la méthode la plus adaptée pour ce type d'intervention? Évidemment, on n'en est pas complètement persuadé, mais enfin, en même temps, on ne va pas non plus complètement les abandonner. Donc voilà, ça va être aussi de réfléchir sur la façon dont on va évaluer les interventions. Là, je prends que l'exemple des évaluations, mais il y a aussi plein d'autres aspects du coup méthodologiques qui vont être abordés. Donc, voilà, ça c'est un petit peu le constat. Donc, prévention primaire, on peut s'améliorer. La RISP, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour la santé publique, mais en même temps, c'est complexe. Et pour l'instant, c'est relativement peu soutenu en France. Donc, on n'a pas énormément de ressources, on manque de structure et globalement, la RISP est également peu enseignée aussi bien au niveau du cursus initial qu'au niveau de la formation continue. Donc, on a effectivement souhaité développer ce réseau pour d'une part soutenir et organiser ces approches interdisciplinaires et participatives parce que effectivement, c'est pas simple. Il ne faut pas qu'on reste chacun dans nos laboratoires et dans nos équipes. Il faut qu'effectivement, on travaille ensemble. Une des problématiques aussi, bien sûr, c'est de ne pas augmenter les inégalités sociales de santé lorsqu'on élabore des interventions, ce qui, malheureusement, peut être le cas si on ne réfléchit pas en amont quand on construit des interventions sur comment on peut rendre accessible à tout le monde ces interventions. Et puis, il y a aussi tout l'aspect méthodologique, épistémologique, dont j'ai déjà un petit peu parlé, mais qui va être important, c'est-à-dire comment on va évaluer, qu'est-ce qui fait qu'une intervention est efficace ou pas, quels sont les mécanismes d'action, se fonder aussi sur un modèle théorique parce qu'effectivement, avoir réfléchi de quels sont les ingrédients qui vont être importants pour bouger et pour modifier telle ou telle variable, et évaluer bien sûr aussi les conditions de transférabilité, puisque il faut que ces interventions puissent être adoptées par la population générale. Donc, c'est la question aussi de la mise à l'échelle de ces interventions. Et puis enfin, toute la question méthodologique, comment et quels sont les designs qui vont être les plus adaptés pour évaluer ces interventions. Donc, voilà, tout ça pour vous dire qu'on a développé ce réseau pour justement réfléchir sur cette recherche méthodologique, pour essayer de produire des cadres et donc pour aider en fait aussi bien les chercheurs que les acteurs de terrain à mettre en place cette RISP et à mettre en place ces interventions. Donc, pour répondre à cela, on a dans le réseau 4 objectifs. Un premier objectif, pour nous, ça va être vraiment de produire des connaissances. C'est-à-dire que vous avez commencé à entrevoir qu'on a quand même un certain nombre de questions que l'on se pose autour de la RISP, donc notamment autour des méthodes que l'on peut mobiliser. Et donc, on souhaite, au niveau du réseau, vraiment contribuer collectivement à avancer sur ces grandes questions, sur les concepts et sur la méthodologie de la RISP. Donc, quelle méthode on peut prendre?
comment on va prendre en compte les inégalités sociales, comment on va construire des projets de recherche interventionnelle participatifs, hein, donc comment aussi on va co-construire avec les usagers, les acteurs de terrain, ces interventions, qu'elles soient bien sûr équitables et directement utiles à l'action, hein, donc on puisse aussi les transférer facilement. Donc voilà, donc vraiment essayer du coup de produire des connaissances ensemble pour bien sûr améliorer cette recherche interventionnelle. Donc ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, ça va être de produire des ressources, hein, donc l'idée, c'est d'aider les chercheurs à développer de la RISP, donc de produire des ressources, alors type guideline, hein, c'est-à-dire des différents outils, et on pourra peut-être y revenir dans la discussion, mais un certain nombre d'entre nous, on a déjà développé des ressources, donc des guides méthodologiques, voilà, des différentes choses qui peuvent aussi aider les chercheurs et les acteurs à monter des projets de recherche interventionnelle. Donc voilà, aller encore un petit peu plus loin au niveau de ces ressources pour mobiliser bien sûr davantage d'équipes de recherche dans ce domaine. Troisième objectif, c'est l'amélioration des compétences, hein. Donc là, je le disais tout à l'heure, on a malheureusement, la RISP est peu enseignée, on a peu de formation autour de la RISP, donc ça serait vraiment de développer une formation, une animation scientifique, donc aussi bien en formation initiale, en formation continue, pour les doctorants, mais ça peut être aussi des étudiants de master, on en a avec nous aujourd'hui, hein. Donc c'est aussi de proposer des unités de formation dans différents masters. Et enfin, l'objectif 4, ça va être donc de produire des expériences participatives, hein. Donc là, on est autour aussi, ça peut être au niveau de la co-construction, puis ça peut être aussi au niveau de la transférabilité, donc se faire ce lien entre la recherche, donc les chercheurs, les acteurs, mais aussi les décideurs, hein. Donc c'est aussi qu'au niveau politique, on ait ce transfert de connaissances qui, pour nous, est encore pas assez développé, et on espère qu'avec ce réseau, on va arriver à le développer davantage. Alors, pour répondre à tous ces objectifs, donc on a 4 équipes de recherche et un opérateur terrain. Alors, c'était un peu la commande aussi de l'INCa, hein, donc c'est pour ça qu'il y en aura certainement d'autres, hein, des équipes, mais voilà, pour l'instant, en tout cas, on s'est structuré de cette façon-là. Donc, l'équipe MERISP phare de l'unité INSERM, donc de l'Université de Bordeaux. Donc, on va retrouver Linda Cambon et François Alla. Donc, Epsilon, qui est laboratoire de psychologie à l'Université Paul Valéry Montpellier 3, et c'est dans le laboratoire dans lequel je suis. Le centre IG, l'Université Jean Monnet Saint-Étienne, c'est notamment Véronique Régnier et Franck Chauvin. Epidor, qui est le département prévention de l'Institut du cancer de Montpellier, donc qui est l'opérateur terrain et qui a une grande expérience depuis beaucoup d'années à faire ce transfert entre la recherche et les acteurs de terrain. Et enfin, Equity, donc unité mixte de recherche, CERPOP Toulouse, avec notamment Cyril Delpierre qui est ici et qui travaille un petit peu plus spécifiquement sur les inégalités sociales de santé. Alors, on s'est répartis un petit peu comme ça les différents axes, hein, qui correspondent aux différents objectifs que je vous ai présentés, mais en fait, on est quand même tous ensemble, hein. C'est-à-dire l'idée, c'est qu'on travaille évidemment sur tous ces axes, mais voilà, on est quand même chacun un petit peu plus des têtes de pont, entre guillemets, au niveau de ces différents axes. Alors, comment ça va se concrétiser? Bon, là, la diapo est un petit peu chargée, mais l'idée, c'est, donc, vous avez les 4 objectifs qui correspondent en gros aux 4 axes. Donc, l'axe 1, par exemple, développement conceptuel et méthodologie pour la RISP. Vous avez ensuite les différents objectifs. Donc, par exemple, pour l'axe 1, ça va être de favoriser la capitalisation et l'échange autour des concepts et méthodes utilisés dans la RISP. Hein, donc, tout ce travail autour, effectivement, de la méthodologie. Comment on va faire? On va faire des séminaires, donc notamment au moins 2 séminaires annuels donc sur les attributs fondamentaux de la RISP, des échanges qui favorisent le développement de la RISP. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'on a des disciplines quand même assez différentes. Donc, ça va être d'analyser, de partager nos expériences par rapport à la RISP. Et en termes de livrables, vous le voyez, on prévoit au moins un article scientifique conceptuel et ou méthodologique par an, issu évidemment de ce partage et de cette capitalisation. Et on souhaite également développer ensemble des projets de RISP, donc soit soumis à des appels à projets nationaux, soit soumis à des appels à projets européens ou internationaux.
Voilà, on a décliné comme ça pour tous les axes. Donc, le deuxième axe, on est autour des outillages et de l'accompagnement des chercheurs. Donc, tout ce qui est construire des guidelines, construire des dispositifs pour développer, évaluer, transférer, adapter, donc notamment la mise à l'échelle d'intervention ou d'organisation en prévention primaire des cancers. Donc, voilà, développer tous ces guidelines. Au niveau de la méthode, je ne vais pas forcément développer davantage. Mais l'idée, c'est qu'ensuite, on aura une plateforme de diffusion de ces outils et de ces ressources. Donc, ça, c'est en termes de livrables. Proposé par les 3 universités ou même 4 équipes qui constituent le réseau. Donc là, l'idée, c'est effectivement sur cette plateforme d'avoir les différents outils, mais aussi d'avoir un temps d'accompagnement de ces chercheurs. Et l'accompagnement, on va l'avoir aussi sur l'axe 4 au niveau du transfert de connaissances. Donc voilà, même si c'est des axes, évidemment que les axes entre eux vont aussi avoir des liens. L'axe 3, on est vraiment sur la formation. Donc, introduire la RISP dans la formation initiale, dans la formation continue. Donc, proposer des UE, des unités d'enseignement dans les différents masters. On est un certain nombre d'entre nous à porter des parcours de master, mais on va le proposer bien sûr à d'autres parcours. Ça peut être aussi des écoles d'été de santé publique. Donc, les livrables, bien sûr, ça va être la création et la promotion de ces UE. Et enfin, l'axe 4, donc autour du transfert des connaissances. Donc, c'est organiser ce service de transfert. Donc, il peut être en lien effectivement avec la plateforme de diffusion, mais c'est aussi bien sûr de structurer cette démarche de transfert des connaissances de la communauté scientifique vers les acteurs et les décideurs en santé publique. Donc, voilà, il y a aussi toute cette partie de diffusion, de mise à l'échelle, d'essayer de favoriser l'utilisation des données probantes par du coup les acteurs de terrain, mais aussi par les politiques. Et donc, vraiment d'avoir cette idée de connexion entre les chercheurs et les acteurs. Donc, concrètement, en termes de livrables, ça va être des actions de partage de connaissances qui vont réunir les acteurs et les décideurs. Donc, ça peut être via la plateforme qui va bien sûr élaborer des supports, donc des supports vulgarisés qui pourra être mis aussi à disposition des acteurs de terrain ou des décideurs. Et puis, on va aussi appuyer, aider la valorisation, une équipe de recherche, par exemple, à valoriser et à transférer les résultats issus de la RISP. Bon, la diapo était un peu chargée, mais on pourra y en revenir si vous le souhaitez. En termes de gouvernance, on a plusieurs comités. Un comité, bien sûr, de direction avec les responsables de chaque équipe qui font l'objet de ce réseau. Donc, vous retrouvez les noms sur la diapositive. Une coordination scientifique, puisqu'on coporte avec l'INDA ce réseau. Une coordination opérationnelle, et ça, bien sûr, c'est grâce aux différents financements qu'on a pu avoir. Donc, une coordination un peu globale par Rebecca, et puis des chefs de projet, des ingénieurs d'études, un chargé de projet, un chargé de communication, un ingénieur pédagogique qui vont venir, bien sûr, renforcer l'équipe et pour mettre en œuvre ce réseau. Et on souhaite se doter également d'un comité de partenaires avec différentes personnes ou différents organismes ou instances qui fondent la RISP, qui en tout cas peuvent utiliser les connaissances issues de la RISP et qui peuvent faire la promotion des différentes actions de prévention que l'on va développer. Et puis, bien sûr, on envisage aussi d'associer d'autres laboratoires de recherche, qui soient nationaux ou internationaux, donc de ne pas se limiter non plus qu'à nos 4 équipes, plus opérateurs terrain. Bon, le planning, comment tout ça va se mettre en œuvre, puisque c'est quand même sur 4 ans. Tout ce qui va être capitalisation, ça va se faire sur toutes les années. Voilà, tout ce travail de séminaire que l'on va faire ensemble, développer des projets communs, mettre en commun les différents systèmes, nos disciplines également. Donc, voilà, toute cette capitalisation, elle va se faire sur les différentes années du réseau. Ensuite, notre idée, c'est vraiment d'avoir aussi un gros axe, vous le voyez, de production, donc en termes de formation, d'outils pour les chercheurs, pour les décideurs, pour les professionnels de terrain. Donc, voilà, ça c'est vraiment aussi quelque chose qui va nous occuper. Alors, un petit peu après, parce qu'il faut d'abord qu'on apprenne à bien se connaître et puis aussi tout simplement le temps d'élaborer aussi tous ces outils et puis bien sûr de la valorisation et du transfert de connaissances, donc via le soutien qu'on peut apporter aux chercheurs, aux décideurs, via le portail Internet. J'en ai déjà parlé. Je n'ai pas dit que c'était un portail Internet, mais ça sera un portail Internet, donc cette plateforme où on va mettre les différents outils.
Alors, quel impact de ce dispositif? Tout d'abord, le premier impact, ça va être de favoriser une culture de partage, puisque c'est vraiment la particularité de la RISP, c'est d'associer des disciplines de santé publique, d'épidémiologie, de sciences humaines et sociales, donc pour mettre en place ces actions de prévention. Donc, pour nous, c'est un des premiers impacts et objectifs du réseau, c'est effectivement d'avoir cette culture de partage. Deuxième impact, ça va nous permettre de développer une recherche qui va être axée sur les déterminants intermédiaires et structurels de la santé, c'est-à-dire au-delà de savoir si une intervention fonctionne ou ne fonctionne pas, c'est surtout d'essayer de comprendre pourquoi elle fonctionne, comment elle fonctionne, pour après pouvoir transférer bien sûr ce qu'on a pu apprendre de cette recherche interventionnelle en santé des populations. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, puisque souvent les acteurs ou les décideurs vont surtout avoir la question de est-ce que ça marche, alors est-ce que ça marche, alors sur quoi, etc. Nous, ce qui nous intéresse plus, c'est comment ça fonctionne. Développer bien sûr des compétences pour les futurs et jeunes chercheurs français dans le domaine de la RISP. Donc ça, évidemment, c'est aussi, je pense, un impact important du dispositif. Favoriser ce rapprochement des chercheurs et des acteurs, et en particulier des décideurs, parce que là aussi, on pense qu'améliorer la prévention en France, ça passe par ce rapprochement des chercheurs et des acteurs. Et puis enfin, dernier impact, ça va être de favoriser une communauté de pratique entre les chercheurs français de la RISP, puisqu'on est issu quand même de disciplines différentes, avec des méthodologies différentes, mais la RISP a besoin de méthodologies différentes, c'est-à-dire qu'on a aussi bien besoin d'essais randomisés contrôlés que de faire des études qualitatives pour savoir pourquoi les personnes adoptent ou n'adoptent pas du coup tel ou tel programme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour nous d'avoir cette multiplicité aussi bien de théorie que de méthodologie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. On a volontairement essayé de faire quelque chose d'assez synthétique pour discuter le plus possible avec vous.